Écho. Et Hélène Frame nous a rejoint pour la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et dans la presse, les législatives d'hier en Tunisie sont à la une. Le parti islamiste Ennahda et Rabtounès, le parti de Nabil Karoui, incarcéré depuis le mois d'août, eh bien tous les deux revendiquent la victoire. D'après la presse, les sondages à la sortie des urnes donnent les deux partis au coude à coude avec un léger avantage à Ennahda. Les résultats officiels, on l'a dit, sont attendus mercredi, mais le quotidien tunisien a déjà tiré son propre enseignement de ce scrutin. Le fait que ces législatives se soient déroulées dans l'indifférence quasi générale constitue, selon lui, un message de rejet, un signal de rupture envers un système qui aurait fait preuve de sa faillite depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Un message semblable d'ailleurs à celui envoyé lors du premier tour de la présidentielle le mois dernier. Les destinées de la Tunisie seront commandées par des mains islamistes et populistes, regrette Business News, très remontées contre les partis dits progressistes en chute libre à l'issue de ces élections. Les gens votaient pour les seules personnes qui sont allées les voir, qui ont au moins fait semblant de s'intéresser à leurs problèmes. Ils ont choisi ceux qui se sont déplacés dans leur triste bourgade ou leur morne café. Le site tunisien fustige l'incompétence et la compromission, je cite, de la pseudo-famille démocrate, invitée à tirer les vraies leçons de ce cuisant échec. Au Portugal, maintenant, le Parti socialiste du Premier ministre António Costa a remporté, lui, les législatives d'hier. Ça, au moins, c'est fait, c'est clair. D'après le journal de notices, les socialistes décrochent en effet plus de 36% des voix, un score en hausse par rapport aux dernières élections de 2015, mais qui ne leur offre pas pour autant de majorité absolue. Le journal annonce un parlement plus fragmenté et la reconduction d'une nouvelle Geringonça, le nom donné par les médias portugais à l'alliance hétéroclite formée par les socialistes, le bloc de gauche et le Parti communiste, auquel pourraient s'ajouter désormais les écologistes du PAN et de LIVRE. Le PS se renforce et veut reformer la Geringonça avec le PAN et le LIVRE, confirme o Público, qui évoque lui aussi la pulvérisation politique résultant de ces élections. Ni révolution, ni continuité pure et dure, analyse le journal, satisfait de voir ces législatives traduire, je cite, le processus de transition d'un pays qui, après une crise grave, a été capable de relever la tête. O Público se dit toutefois inquiet, Pauline, de l'entrée de l'extrême droite au Parlement portugais. Le parti Chega pourrait se transformer en cheval de Troie qui risque, je cite, de propager le virus de l'extrême droite dans la démocratie portugaise. Le Público qui se dit soucieux également de la montée de l'abstention. La presse qui fait état de la mobilisation partout dans le monde des militants d'Extinction Rébellion. L'ONG écologiste radicale lance aujourd'hui 15 jours de désobéissance civile à travers la planète. En France, les militants annoncent des blocages d'ampleur pour sensibiliser, on le sait, à l'urgence climatique, d'après Libération, qui rappelle que le groupe avait paralysé pendant une dizaine de jours des quartiers entiers de Londres par des actions de désobéissance civile en avril dernier, moins de 6 mois après sa création. Selon Libé, l'ONG serait aussi parvenue à étendre très rapidement ses rouages en France, où plus de 11 000 personnes seraient inscrites désormais sur la base, le forum d'Extinction Rebellion. Le journal évoque une croissance impressionnante pour un mouvement uniquement porté par des bénévoles qui sacrifient leur temps libre et financé par des dons de particuliers. Un mouvement où les coordinateurs des groupes doivent passer la main tous les 6 mois et où chacun est invité à tester différentes tâches pour préserver le caractère horizontale de l'organisation. Libération qui revient également ce matin sur l'ouverture aujourd'hui à Paris du procès des rétrocommissions présumées liées à la vente d'armement au Pakistan et à l'Arabie Saoudite dans les années 90. D'après le journal, ce procès revisite les contrats d'armement signés durant la deuxième cohabitation entre 1993 et 1995 par le gouvernement d'Édouard Balladur. Des contrats qui auraient donné lieu au versement de commissions suivies de rétrocommissions, dont l'arrêt pourrait avoir provoqué l'attentat de mai 2002 à Karachi, qui avait coûté la vie à 11 employés français de la direction des chantiers navals et 3 employés pakistanais. D'après Libé, si le volet terroriste n'a toujours pas avancé, la justice française aura eu le temps, en revanche, de creuser le volet financier de cette affaire, qui met notamment en cause 2 intermédiaires libanais, Ziad Takieddine et Abdulrahman El Assir, et qui valent par ailleurs à Édouard Balladur et à François Léotard, qui était le ministre de la Défense de l'époque, des poursuites distinctes devant la Cour de justice de la République. On va pas se quitter là-dessus, Hélène. Avant de nous quitter, Pauline, un mot de ce plaidoyer
assez inhabituel qu'on a trouvé du côté du Washington Post. Le vénérable quotidien américain prend fait et cause pour le rat, The Rat, le petit rongeur auquel les amis des animaux préfèrent la compagnie des souris, hamsters et autres lapins. À tort, semble-t-il, parce qu'à en croire ses défenseurs, le rat domestiqué et bien élevé peut apporter autant de réconfort qu'un gentil chien-chien. Certains rats, paraît-il, sont gentils comme tout, très curieux, et on peut même leur faire des câlins. On est ravis pour les propriétaires de ces rats. Allez, merci beaucoup Hélène, on vous retrouve demain. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle demi-heure d'information dans